Le capitaine des gardes-côtes James Miller patrouillait dans les eaux au large des Bahamas depuis plus de 15 ans. Il connaissait chaque courant et chaque voie maritime par cœur. Mais rien dans sa longue carrière ne l'avait préparé à ce que son équipage allait découvrir lors de cette patrouille matinale apparemment ordinaire. Le soleil commençait tout juste à se lever sur la mer des Caraïbes lorsque le capitaine Miller reçut un appel du quartier général. Un grand porte-conteneur avait été repéré dans une position inhabituelle près d'un récif peu profond, à environ 20 miles nautiques au large. Le navire ne bougeait plus et son signal de transpondeur était silencieux depuis plusieurs heures. Il fallait donc naturellement vérifier la situation. Miller rassembla son équipage de 6 officiers expérimentés et leur expliqua la situation. Ils partiraient à bord de 3 petites vedettes de patrouille Les vedettes fendirent les eaux turquoises limpides à pleine vitesse, leurs moteurs rugissant à travers la mer calme. Après environ 20 minutes de trajet, l'immense silhouette du porte-conteneur apparut enfin à l'horizon. Le cargo était gigantesque. Facilement l'un des plus grands navires que Miller ait jamais vu d'aussi près. Comment un bâtiment de cette taille avait-il pu finir dans des eaux aussi peu profondes? Cela dépassait son entendement. Des cargos de ce type disposaient normalement de systèmes sonars très avancés capables de détecter facilement les eaux. Pour qu'un navire comme celui-ci s'échoue ainsi, quelqu'un devait vraiment dormir à la barre. Quels idiots! Marmonna Miller en riant encore. Mais ce que Miller ignorait alors, c'est qu'il y avait bien plus derrière cette histoire qu'il n'y paraissait. Ce cargo cachait un énorme secret. Un secret qui avait provoqué l'accident et attiré lui et son équipage dans cette affaire, et qui laisserait tout le monde sans voix lorsqu'il le découvrit. Miller prit sa radio et tenta de contacter le navire sur toutes les fréquences d'urgence standard. Personne ne répondit. Ce n'est pas normal, murmura-t-il à son second, l'officier Rodriguez. Un navire de cette taille devra avoir au moins 20 membres d'équipage à bord en permanence. Rodriguez acquiesça sombrement tout en scrutant le pont avec ses jumelles. Il ne voyait absolument personne bouger sur l'immense bâtiment, ce qui était profondément inquiétant. Miller décida qu'il devait monter à bord pour enquêter davantage. Il informa le quartier général de la situation par radio et demanda des renforts, au cas où. Les renforts arriveront, mais cela prendra du temps. Je pense que nous devrions entrer les premiers et enquêter, dit-il à son équipe. Après avoir pris sa décision, le capitaine Miller réunit son équipe et expliqua le plan. Ils utiliseraient des grappins pour grimper le long de la coque du gigantesque porte-conteneur et chercheraient tout signe de vie. Mais Miller ignorait encore qu'il commettait une grave erreur. Lui et son équipe étaient largement dépassés par ce qui les attendait. L'officier Rodriguez fut le premier à escalader difficilement la coque du navire. Une fois en sécurité sur le pont, il fit descendre une échelle de corde pour aider le reste de l'équipe à monter. Un à un, les officiers des gardes-côtes grimpèrent à bord du navire échoué. Miller fut le dernier à monter, la main posée avec précaution sur son arme de service. Le pont était complètement désert, et un silence inquiétant planait sur tout le navire, mettant immédiatement tout le monde mal à l'aise. Le seul bruit était celui des vagues frappant la coque rouge. Miller mena son équipe jusqu'à la passerelle, s'attendant à trouver quelqu'un, n'importe qui capable d'expliquer pourquoi un navire valant plusieurs millions de dollars dérivait sans vie au milieu de l'océan. Au lieu de cela, ils découvrirent une véritable station fantôme. Les écrans de navigation clignotaient, projetant une lumière bleue rythmique sur des tasses de café à moitié vides et des cartes éparpillées. On aurait dit que tout l'état-major avait simplement disparu en plein service. Une rapide vérification du journal de bord ne fit qu'épaissir le mystère. La dernière entrée, rédigée seulement 8 heures plus tôt, ne mentionnait que des mers calmes et des coordonnées routinières. Aucun appel SOS, aucune panne moteur signalée, aucune... Les recherches s'intensifièrent tandis que l'équipe se dispersait dans les couloirs labyrinthiques du navire. Ils traversèrent le réfectoire où des assiettes de nourriture restaient intactes, puis descendirent dans la salle des machines où les énormes moteurs étaient froids et silencieux. La découverte la plus troublante survint lorsqu'ils inspectèrent les canaux de sauvetage. Tous étaient encore solidement fixés à leur emplacement. Si l'équipage avait fui, ce n'était pas avec les canaux. Désespéré de trouver des réponses, Miller tourna alors son attention vers les milliers de conteneurs empilés comme des montagnes colorées sur le pont. Parmi ces rangées interminables d'acier, l'officier Rodriguez remarqua une anomalie flagrante. Un conteneur situé en hauteur dont les lourdes portes étaient légèrement entrouvertes. En escaladant cette montagne métallique, les officiers découvrirent que le cadenas n'avait pas simplement été laissé ouvert. Il avait été découpé avec précision à l'aide d'un outil industriel. Lorsque Rodriguez força finalement la porte, le grincement des charnières rouillées résonna comme un cri dans l'air du matin. À l'intérieur, le faisceau de sa lampe révéla une scène troublante. Ce n'était pas une cargaison. C'était un espace de vie. Des dizaines de lits improvisés, des couvertures abandonnées et des piles de bouteilles d'eau vides couvraient le sol. Il était évident qu'un grand groupe de personnes avait vécu dans l'ombre de ce navire. Mais, comme l'équipage, elles avaient disparu. Miller sentit un nœud glacé se former dans son estomac. L'ampleur de la découverte grandit encore lorsque l'équipe trouva 6 autres conteneurs aménagés exactement de la même manière. Au moment où les renforts fédéraux et l'agente Sarah Thompson arrivèrent en hélicoptère, le navire entier avait été transformé en immense scène de crime. Thompson, vétérane du droit maritime, fut immédiatement frappée par une contradiction évidente.
Pourquoi des trafiquants abandonneraient-ils une cargaison valant des millions de dollars? Cela défiait toute logique criminelle qu'elle avait rencontrée jusque-là. La percée ne vint pas du pont du navire, mais des ombres numériques. Un compartiment secret dans la cabine du capitaine contenait un ordinateur portable crypté. Lorsque l'équipe cyber du FBI réussit finalement à briser le code vers minuit, la réalité de la situation bouleversa complètement l'enquête. Ce n'est pas un réseau de trafic humain, grésilla la voix du spécialiste dans le haut-parleur. C'est une opération de sauvetage. Les journaux décryptés révélèrent que le capitaine Carlos et son équipage il faisait partie d'un réseau clandestin de justiciers maritimes. Pendant des mois, ils avaient utilisé le porte-conteneurs comme une immense maison surflottante, aidant discrètement des réfugiés à fuir des régions ravagées par la guerre, sous le nez même des autorités corrompues. La dernière entrée du journal de bord, datée de la nuit précédente, dressait le portrait d'un héroïsme incroyable. L'équipage avait reçu un appel de détresse désespéré provenant d'un navire en train de couler à proximité, surchargé de plus de 300 personnes. Sans aucun autre bateau dans les environs et alors que le navire disparaissait sous les vagues, Carlos prit une décision qui lui coûterait sa carrière. Il échoua volontairement son propre navire sur le récif afin de créer une plateforme stable. Ensuite, lui et tout son équipage, ainsi que les réfugiés déjà à bord, déployèrent tous les petits bateaux de transport cachés dans les ponts inférieurs. Ils ne s'enfuirent pas. Ils retournèrent dans la nuit noire pour sauver 300 inconnus. Ils avaient désactivé leurs transpondeurs non pas pour dissimuler un crime, mais pour s'assurer que les autorités ne les interceptent pas avant la fin du sauvetage. Miller et Thompson ne purent qu'observer l'horizon en silence. Alors que le poids du sacrifice de l'équipage devenait évident, une vaste opération de recherche fut lancée, guidée par les coordonnées du refuge sécurisé trouvé sur l'ordinateur portable. Juste après le lever du soleil le lendemain matin, la radio de Thompson grésilla avec une nouvelle. L'un des navires des gardes-côtes avait localisé un petit port de pêche sur une île isolée. L'équipage et plus de 400 réfugiés s'y trouvaient, fatigués mais vivants. Tout le monde avait survécu au sauvetage grâce aux actions courageuses de l'équipage. Miller se rendit au port aussi vite qu'il le put. Lorsqu'il arriva, la scène était bouleversante. Le capitaine du navire s'appelait Carlos, un marin marqué par les années, dans la cinquantaine, avec des yeux bienveillants. Il se présenta à Miller et lui serra fermement la main. Carlos s'attendait à être arrêté immédiatement pour ses actions de la nuit précédente, mais Miller le surprit avec une chaleureuse étreinte au lieu de menottes ou d'un mandat. Carlos expliqua toute l'histoire à Miller et Thompson en détail. Il travaillait avec le réseau de réfugiés depuis presque 2 ans. Son équipage se portait volontaire pour chaque mission de sauvetage, même en connaissant les risques encourus. Le navire qui avait coulé la nuit précédente représentait le plus grand défi auquel ils avaient jamais été confrontés. Lorsque l'appel de détresse arriva, Carlos comprit qu'il n'avait que quelques minutes pour prendre une décision qui changerait tout. L'autre navire sombrait rapidement, et attendre de l'aide aurait coûté des centaines de vies. Il rassembla son équipage et demanda leur avis sur ce qu'il fallait faire. Chaque personne vota pour venir en aide aux naufragés. La décision d'échouer leur propre navire sur le récif fut douloureuse. Cela signifiait que le bateau pouvait être endommagé au-delà de toute réparation et qu'ils risquaient tous des poursuites judiciaires. Mais l'alternative était impensable. Ils n'auraient pas pu vivre avec eux-mêmes s'ils avaient laissé ces gens se noyer dans les eaux glaciales de l'océan. Le sauvetage dura des heures et plusieurs membres de l'équipage furent blessés pendant l'opération. Mais ils réussirent à sauver chaque personne du navire en perdition. Ensuite, ils transportèrent soigneusement tout le monde jusqu'au petit port de pêche isolé, où les habitants avaient accepté de les cacher temporairement jusqu'à l'arrivée des secours. Thompson passa plusieurs appels à ses supérieurs de l'agence fédérale. Elle expliqua toute la situation avec précision et défendit fermement Carlos et son équipage. La réponse de ses supérieurs fut étonnamment positive. Les services d'immigration arrivèrent au port dans la journée afin de commencer à traiter les dossiers des réfugiés. Quant à Carlos et son équipage, le gouvernement décida de ne pas les poursuivre pour leurs actions cette nuit-là. Au lieu de cela, ils reçurent l'immunité en échange de leur coopération dans les enquêtes en cours sur le trafic humain. Carlos accepta l'accord sans hésiter. Lui et son équipage travailleraient désormais officiellement avec les gardes-côtes et les agences fédérales afin d'identifier et leur expérience et leur connaissance des réseaux permettraient de sauver encore plus de vies à l'avenir. Ce qui avait commencé comme une mission secrète devint un partenariat légitime. Miller fut chargé de coordonner le nouveau programme de sauvetage avec Carlos. Les 2 hommes devinrent de proches amis au cours des mois suivants, travaillant côte à côte pour aider les réfugiés tout en arrêtant des criminels. Le programme finirait par devenir un modèle pour d'autres régions côtières du monde confrontées à des crises humanitaires. 6 mois après l'incident, Carlos et son équipage furent honorés lors d'une cérémonie spéciale à Washington. Ils reçurent des médailles pour leur bravoure et leur dévouement désintéressé. Les réfugiés qu'ils avaient sauvés furent également invités à assister à l'événement. Beaucoup d'entre eux avaient déjà commencé une nouvelle vie en Amérique, avec un emploi, un foyer et un nouveau départ. Le capitaine Miller fut promu à un poste supérieur au sein des gardes-côtes grâce à sa gestion de l'affaire. Il utilisa sa nouvelle autorité pour étendre les opérations de sauvetage à travers les Caraïbes. Son leadership permit de sauver des milliers de vies supplémentaires au cours